ma première exposition en République tchèque. Donc j'ai essayé de penser, en préparant cette exposition, au fait que personne ne me connaissait ici. Donc il fallait que je montre des œuvres un peu plus anciennes, que je travaille des œuvres un peu plus récentes. Et puis ce que je voulais faire aussi, c'est essayer de rentrer un peu dans la culture tchèque, que je ne connaissais pas du tout avant de préparer cette exposition. Et comme récemment dans mon travail, je m'amusais à aller puiser dans l'histoire de l'art, je me suis dit là c'est intéressant d'aller puiser dans une histoire de l'art que je ne connais pas. Donc cette salle, je l'ai un peu construite comme une sorte de présentation. Je me suis dit on ne connaît pas mon travail, donc il faut qu'en 2-3 œuvres, on ait une vision de ce que je fais, de qui je suis, de comment je travaille, quel est mon rapport à la peinture. Et donc j'ai décidé d'accrocher 3 pièces importantes. Une pièce qui est typiquement liée au paysage, et puis à mon histoire personnelle. Donc, qui sont les cassettes de Gimel. Pour ceux qui connaissent la Corrèze savent que c'est un peu nos chutes du Niagara à nous. C'est une cascade dont on est très très fier, monumentale, fantastique. Et le travail sur ce tableau est un moment un peu charnière de mon histoire avec le paysage. C'est le moment où en fait je partais de la réalité pour aller un peu vers la fiction, vers le souvenir, vers la mémoire. C'est un tableau qui s'appelle Mémorise, parce que c'est lié à des souvenirs de l'enfance, comment on grandit les choses quand on est enfant. Donc cette cascade, en fait, quand on y va, elle est impressionnante, mais j'ai essayé de la faire encore plus impressionnante qu'elle est normalement. Et puis on a cette part. Le tableau est un peu entravé par ce tronc d'arbre qui est un peu cette impossibilité de retourner en enfance en fait. On va voir en grandissant en fait. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer comment, là on est en 2007 je pense, de mémoire. Là j'ai voulu absolument montrer aussi cette série qui est un moment important de ma vie. C'est un travail auquel j'ai consacré 3 ans. C'est la réalisation de 1000 tableaux qui sont une sorte d'anthologie du paysage. Ce que je voulais avec cette aventure sur le paysage, c'est aller aussi vers son épuisement. En fait, mon travail, j'ai décidé de le découper en 3 chapitres. Et ce qui seront 3 chapitres qui rythmeront ma vie. Le chapitre 1 s'appelait La possibilité de peindre et il avait pour sujet exclusif le paysage. Pourquoi j'avais choisi le paysage? À la fois à cause de mon histoire personnelle. Je suis originaire du Limousin, j'ai beaucoup vécu à la campagne, je suis pêcheur à la mouche, donc c'est quelque chose qui est quand même mon environnement direct. La deuxième raison, c'est parce que j'aimais beaucoup l'apprentissage dans les ateliers de la Renaissance. Quand on était un jeune apprenti dans un atelier Renaissance, on commençait à apprendre à peindre avec le paysage. Les ateliers de la Renaissance, c'est quelque chose qui est... on a un peu oublié aujourd'hui, mais c'était des grandes entreprises avec énormément d'artisans qui travaillaient à l'intérieur. On peut comparer ça aujourd'hui aux cuisines des grands chefs, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était responsable des paysages, un qui va être responsable des soieries, un qui va faire les ornements, d'autres qui vont faire les animaux, certains étaient spécialistes dans les mains, les pieds, etc. Et donc moi je me suis dit, bon, je vais commencer avec le paysage. C'est un bon moyen d'apprendre en fait ce que c'est que la peinture. Ce que je voulais, c'était dans ce chapitre sur la possibilité de peindre, c'était comprendre quels étaient aussi les enjeux de la peinture aujourd'hui. Parce que, vous le savez sûrement, en France, la peinture, c'est quelque chose qui a été remis en question de nombreuses fois depuis les années 60. C'est un phénomène qu'on retrouve vraiment typiquement en France. Quand on voyage un peu en Europe, on s'aperçoit que la peinture n'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai qu'en France, on a eu tendance un peu à stigmatiser la peinture. C'est lié à des raisons qui sont artistiques, mais aussi des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu le mouvement de 68 a été un mouvement qui a été anti-peinture. Et quand dans les années 80, la politique culturelle s'est développée, beaucoup de gens qui ont pris des postes clés étaient les gens qui ont fait la révolte de 68. Donc en fait, il y a eu ce débat sur l'utilité de la peinture dans les années 80 et 90 qui a été très important. Et donc moi, comme j'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux en 96, j'étais vraiment au cœur, enfin ma génération était au cœur de cette remise en question de la peinture. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'on avait un outil qui était dépassé, qu'il fallait se mettre à la vidéo, qu'on n'était plus du tout en accord avec notre époque.
Et c'est ce qui caractérise un peu notre génération de peintres, c'est qu'on a non seulement décidé de garder la peinture comme outil, mais en plus on a enfoncé le clou en allant chercher dans le passé et dans l'histoire de l'art un peu les références. Et donc on est une génération qui est plutôt attachée aux techniques de peinture, à l'histoire de l'art et vraiment à l'art classique. Donc on est très énervant des fois pour une certaine partie de la classe culturelle qui n'a pas, on va dire, une tendance particulière pour la peinture. Pour revenir plus précisément sur cette série, elle a été démarrée en 2007, s'est terminée en 2010. Elle démarre comme souvent comme les grands projets par une petite idée. Moi je voulais faire un mur qui ressemblait peut-être à celui-là, d'une centaine de toiles, pas plus. Et plus j'avançais dans mon projet, plus je me disais, ça serait bien que j'ai un paysage de glace, que j'ai un paysage de désert. Et sans le savoir, j'étais en train de dessiner un voyage autour du monde de tous les paysages que j'avais envie de peindre. Et quand j'ai commencé à parler de ce projet à certains amis critiques et collectionneurs, ils m'ont dit il faut absolument que tu ailles au bout parce que ce projet, il a quelque chose qui est intéressant aujourd'hui à faire. Et j'ai pu le mener à terme parce que certains collectionneurs m'ont aidé à le monter. En fait. Ça a été la grande chance de ce projet, c'est que pendant 3 ans, j'ai pu m'y consacrer totalement sans avoir à me soucier de quoi que ce soit. Donc ça a été une très belle aventure. Et puis en plus, ce projet, il a été lié à un tour du monde, qui est quand même une aventure intime forte. Et chacun de ces tableaux, en fait, représente un souvenir, une mémoire. C'est un journal intime de peintre. Un carnet de voyage, on peut le faire en l'écrivant, quand on n'est pas, on va le faire en peignant. Donc évidemment, chaque lieu est attaché à un instant. C'est une collection à la fois de lieux, mais c'est une collection de lumière, c'est une collection de peintres. Peint sur place. Comment? Non, en fait, il y a 10% à peu près des tableaux qui ont été faits sur place. La grande majorité a été fait en atelier. Sur place, je prenais des photos et je prenais des notes, en fait, sur les lieux que je voulais vraiment peindre. Notamment, par exemple, le Perito Moreno qu'on retrouve à plusieurs reprises, qui est ce grand glacier en Patagonie. Je suis resté plusieurs jours là-bas pour être sûr d'avoir les bonnes photos, pour avoir les bonnes ambiances. Je voulais vraiment essayer de pouvoir peindre ce paysage de glace très particulier. Et donc après ce projet, j'ai continué encore avec le paysage comme sujet, mais en ayant dans la tête qu'il fallait que je passe au chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est il y a 2 ans, en fait j'ai passé le cap. Le chapitre 2 s'appelle Le plaisir de peindre. Et là on a une des premières toiles en fait, de cette série, qui appartient à la série Les Demoiselles oubliées. Alors, dans le chapitre sur la possibilité de peindre, le premier, il n'y avait que le paysage comme sujet. Là, l'idée, c'est de prendre tous les sujets de l'histoire de l'art. Le paysage, le nu, la nature morte, la scène de genre. Autant le premier chapitre était contemplatif, le deuxième va être beaucoup plus narratif. Dans le premier chapitre, j'étais un peu sur la profondeur de la peinture, là je vais être dans son ampleur. Ce chapitre, il va probablement me tenir pendant 25-30 ans, je ne sais pas, parce que là, on est vraiment dans le cœur de mon sujet. Moi, j'avais besoin de construire un peu une architecture dans mon travail. Donc, cette histoire de chapitre construit un peu mon univers. Et dans cet univers, après, il va y avoir les méandres de la création, la divagation. Alors, on pose toujours la question, quel sera le prochain chapitre? Alors, je le prends tout de suite, comme ça, on évacue le problème. Il y aura certainement un jour le chapitre 3 qui s'appellera Détruire la peinture, oublier la peinture. Et je pense qu'il portera sur l'abstraction, sur l'autoportrait, sur le monochrome. Ce sont des intuitions, en fait. Et ces intuitions sont liées aux artistes que j'aime énormément et dont je me suis inspiré. Mais quand on regarde des peintres comme Titien, quand on regarde des peintres comme Soulages, quand on regarde des peintres comme Garbouste, Gazierowski, on s'aperçoit que dans leur vie, ils vont avoir comme ça ces 3 grandes étapes qui sont l'étape de l'apprentissage, l'étape dans laquelle ils vont prendre l'ampleur de leur travail, et puis une dernière étape qui est plus intime. Généralement, quand on arrive à un certain âge, on se rapproche de la mort, il y a d'autres questions qui viennent, et on s'aperçoit que l'autoportrait devient un thème très important pour certains peintres, le monochrome peut devenir un thème important. C'est là où on voit aussi les grandes œuvres abstraites. C'est là où, par exemple, Monet va peindre les nymphéas, donc là, tout d'un coup,
Donc voilà, moi je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'échappe un peu à la règle de ces grands artistes que je respecte. Donc il y aura certainement ces 3 grandes étapes, autant les organiser tout de suite. Et comme ça, après, je suis dégagé de ce problème et je peux travailler à l'intérieur de tout ça. Et donc, dans les Demoiselles oubliées, il a fallu que je me réapproprie un peu les codes de la peinture. Et les premières tentatives ont été assez déstabilisantes parce que ce que je m'étais dit, c'est que je me suis dit, je vais faire le paysage, je vais mettre un dedans et une nature. Et ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas parce que j'avais toujours le paysage qui était trop présent. Donc je me suis dit, je vais éliminer la ligne d'horizon et je vais passer à l'intérieur. Et c'est là où, en fait, tout s'est un peu débloqué. Comme si j'avais passé 12 ans à la fenêtre à regarder le paysage et tout d'un coup, j'avais fait un pas en arrière, je me retrouvais dans une pièce. Et en me retrouvant dans cette pièce, est arrivé tout un nouveau vocabulaire pictural. Les verticales sont arrivées, le motif, le fait d'avoir la lumière artificielle qui se confrontait à la lumière naturelle. Ça aussi, ça a été tout un jeu assez passionnant et sur lequel je travaille encore. On va voir ça dans la salle suivante. On va aller dans la dernière salle. On va suivre un peu le parcours.